وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن. الله 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 Les débuts dans la Ruqya, c'était en décembre 93, j'étais au Pakistan avec ma femme. Elle a été frappée par un djinn, elle s'est mise à bouger dans tous les sens, à courir, s'enfuir dans la brousse. C'était ma première confrontation avec les djinns. Avant ça, j'entendais parler qu'à la sorcellerie, qu'à les djinns. Je me suis dit, tant qu'ils ne sont pas venus me chercher, moi aussi je ne vais pas aller me mêler de leurs affaires. Et voilà, ils sont mêlés de ma vie. Donc on a cherché le traitement pour ma femme. Bon, au Pakistan là-bas, on n'a pas trouvé que les poulets rouges et puis le nom de la mer et puis des choses comme ça. Et donc c'est avec des frères arabes qui étaient là-bas qu'on a su qu'il fallait lire dans l'eau pour lui donner à boire, à se laver. Donc finalement, quand on a fait ça, ça l'a soulagé. Puis de retour à Paris, elle avait encore des séquelles. Et donc j'ai cherché les gens qui font la Ruqya et pour l'emmener. Puis ensuite, comme j'étais déjà un prédicateur et les gens venaient pour leurs problèmes, donc je les accompagnais aussi faire la Ruqya. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir un peu d'expérience. Jusqu'à ce que les circonstances ont fait que j'ai dû intervenir sur une patiente et puis il y avait des djinns qui sont morts. En tout cas, j'ai commencé comme ça à traiter occasionnellement. Et petit à petit, jusqu'à ce qu'on a eu un djinn qui s'est converti à l'islam. Et puis il nous a raconté tout plein de choses sur le monde des djinns. Donc ça nous a permis de savoir tout ce qui se passe de l'autre côté parce que tout ce qu'on faisait comme traitement, alhamdoulilah, ça marchait. Alors j'ai appris beaucoup avec, il y avait un raqi particulièrement à Paris qui s'appelle Mbark Lamrani qui est très évolué dans sa méthode
il utilise les ventouses, il utilise le sana, il a des versets, des doigts pour chaque situation spécifique. Et aussi, il faisait le captage avec sa femme. Bon, il ne nous a pas dit que c'était le captage, c'était des doigts, puis les djinns venaient. Et puis pour nous, ça avait l'air fantastique parce que les doigts marchaient à chaque fois, les djinns venaient à chaque fois, ils étaient enchaînés, etc. Bon, mais il ne nous a pas formés, en vérité, il n'a formé personne. Mais juste, j'ai constaté, j'ai pu poser des questions à l'occasion, et puis après, donc, on a développé toute cette méthode petit à petit. Donc, c'était les débuts depuis ce décembre 93, le retour à Paris en janvier 94 jusqu'à 1997. C'est là que j'ai publié le livre La Ruqya. Donc, il a fallu ces 3 années-là d'expérience, de tentative, jusqu'à ce que on aboutisse à une méthode globale de traitement. 97, donc c'était le changement, parce que jusque-là, c'est les gens qui me connaissaient plus ou moins, par connaissance que les gens venaient. Mais une fois que le livre a été publié, là c'est devenu vraiment ouvert au public. Et donc je me suis déclaré en tant que consultant religieux. Et on a commencé à soigner les gens. C'est là que je me suis mis à faire ce travail à plein temps, jusqu'à aujourd'hui, depuis 1997. Donc c'est comme ça que ça a commencé. لا 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 صافي 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 نتكلم نحن جميعا. تريده أن يتزوج؟ أنت تريده أن يتزوج؟ أنا أريد أن تمشي وتدخل الإسلام ولا ما تدخلش الإسلام، غير امشي سير حالك خليه. لما الإسلام؟ ما دور الإسلام في هذه الحياة؟ الله خلقنا جميعا نعبده. أعلم ذلك. إخلاص، الإسلام دين الله، أن تعبد الله. لا أريد أن أسلم. إذا أنت حر ولكن تمشي جهنم. هذه جهنم. كلام هذا يقول أننا سنذهب إلى جهنم، هذا كلام هذا. هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها. هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلونها. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. نعم. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. نعم. هذه جهنم التي كنتم توعدون. أيوة. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. نعم. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. نعم. تمشي جهنم كتشوف. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما صافي 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 وانا عييت وصافي انا نجلس معكم نتفاهم دابا صافي نتفاهموا بالعقل دابا نتفاهموا بالعقل والله نتفاهموا بالعقل دابا والله تنتفاهموا بالعقل صافي 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 انما التي كنتم تعادون انا قلتها لكم وانا اللي وريتها لكم كاع انتم عرفتوها انا اللي وريتها لكم. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اليوم بما كنتم صافي هذه جهنم التي صافي صافي لقد اسلمت والله العظيم اسلمت والله العظيم يا ابن حليمه والله اسلمت يا ابن حليمه والله اسلمت يا ابن حليمه هذه جهنم والله اسلمت والله اسلمت اشهد ان لا اله الا الله كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اشهد ان لا اله الا الله كنتم تكفرون. واشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هذه جهنم اشهد ان لا اله الا الله كنتم تكفرون. اشهد ان لا اله الا الله صافي ابن حليمه الموت اشهد ان لا اله الا الله كنتم تكفرون. قد نسيت والله لا ادري اشهد ان اشهد ان فعلا
شوية ليش يعني ارتحت صح؟ شاهد ما تنسى شاهد ليش شاهد الله 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 أشهد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أشهد أن لا 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 إله إلا الله. Effectivement, quand j'ai commencé à pratiquer la ruqya, à m'intéresser à la ruqya, j'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur le sujet. Et je continue d'ailleurs, chaque fois que je trouve un nouveau livre, un autre livre sur le sujet, je ne manque pas de le lire. J'ai vu les gens qu'on connaît qui font la ruqya, en région parisienne, mais de tout ça, c'est vraiment avec Moubarak, qu'Allah le protège, que j'ai vu le plus de choses. Les ventouses, le sana, les versets, les Torahs spécifiques pour chaque situation, et aussi le captage qu'il faisait avec sa femme, et aussi beaucoup de connaissances qu'il avait sur le monde des djinns. Donc tout ça a été très évolué par rapport au simple fait de lire, jusqu'à ce que la personne parle et puis de taper. Bon, en tout cas par rapport à cette méthode basique, chez lui c'est très évolué. Et oui, et je continue à lire tout ce qui vient, comme par exemple les fatwas de l'Arabie Saoudite, les savants d'Arabie Saoudite, sur tous les sujets qui ont trait à la sorcellerie et au djinn. Récemment, enfin cette année, j'ai traduit un nouveau livre qui est le meilleur livre que j'ai vu sur la théorie, ça veut dire sur ce que dit la religion, sur ce que dit l'islam, de ce sujet des djinns, de la sorcellerie, de la ruqya. Ça s'appelle les hadiths des 6 sahih sur la ruqya et la sorcellerie et le mauvais œil. Donc l'étude de leur chaîne, de leur authenticité, et puis de l'interprétation, tout ce que les savants ont dit sur tous ces hadiths. Donc c'est vraiment très 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 riche. Tu l'as traduit? Oui, je l'ai traduit de l'arabe en français. Il est disponible sur le site, je ne compte plus l'imprimer parce que je constate que les livres ne se vendent plus facilement, donc je préfère mettre ça par internet et diffuser, donner ça à tout le monde. Celui qui veut télécharger. Comment il a commencé ce mouvement des campagnes, des voyages? Les campagnes, ça a commencé en 2005. En 2005, en fait, fin 2004, il y a un groupe de Nigériens, qui sont venus, bien avant ça, depuis 97, 98. Oui, depuis 98, j'ai commencé à vendre mes livres en Afrique. Donc pas que la ruqya, tous les livres en Afrique et dans la francophonie, en Afrique de l'Ouest. Et c'était surtout à travers les mouvements étudiants, parce qu'ils sont organisés dans chaque pays, puis ils sont liés. Donc il y a des pays où ça n'a pas marché, ça ne m'a pas donné suite, mais il y a des pays où j'ai continué à envoyer des livres. Et donc j'ai commencé à être connu là-bas. Et en 2004, il y a eu un groupe du Niger qui sont venus en France et j'ai passé quelques jours avec eux. Et effectivement, ils étaient tellement assoiffés d'apprendre ce que j'enseigne et d'appliquer tout ça. Et bien, je me suis dit, mais si c'est comme ça, je vais venir chez vous. Et donc, c'est comme ça qu'on a programmé la chose. Je suis allé chez eux. Et donc, 30 jours que j'ai fait au Niger, j'ai fait 14 conférences. Je suis passé 5 fois à la radio. J'ai formé une trentaine de personnes à la ruqya. On a fait aussi un stage de psychothérapie. On a formé 6 ou 7 personnes. J'ai rencontré des responsables associatifs de plein de choses pour leur donner des orientations. Et donc, vraiment, je me suis dit,
Ça, c'est nettement mieux que ce que je fais à Paris. Et c'est comme ça qu'on a commencé les campagnes. Alors, la différence aussi, c'est que quand on fait les campagnes de Ruqya, ben, on gagne de l'argent parce qu'on soigne les gens. Donc, c'est pas la même chose que je gagne à Paris parce que c'est pas le même niveau de vie. Mais quand même, on gagne de quoi vivre et continuer. Donc, c'est devenu illimité. Donc, petit à petit, j'allais de plus en plus. Et puis, la demande suivait. Et puis, jusqu'à maintenant, la demande ne fait qu'augmenter. On a des listes d'attente de 2 ans, hein, quasiment de tous les pays. Alhamdulillah, qui attendent qu'on aille faire campagne. والخدمة ما كاينش يعني على الشوماج Au Niger, ils vont directement vers un centre ou c'était comment? Oui. Quand on était là-bas, en fait, quand on est parti, on était hébergé chez quelqu'un qui faisait déjà la Ruqya. Donc on était chez lui, plus les gens que j'ai formés. Bon, après, les gens que j'ai formés, ils ont décidé de ne plus rester chez lui, ils sont allés faire leur propre centre. C'est comme ça qu'on a eu notre centre au Niger. Et puis, dans chaque pays où on était, parce que la même fois, j'ai passé 30 jours au Niger et 10 jours au Burkina. Donc, on a aussi formé des gens au Burkina. Ça a commencé là-bas. Puis l'année suivante, on est parti en Côte d'Ivoire, en plus du Niger et du Burkina. Et puis on a commencé à faire tous les pays de la zone. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui a fait que vraiment ça a commencé à se propager comme ça? Ce qui a fait que ça a commencé à se propager, en fait, en France, pendant 10 ans, j'avais formé une dizaine de personnes, donc de 97 jusqu'à 2005, 2006, mais là-bas, en un mois, j'ai formé 30 personnes. Donc le choix était clair, hein, que là-bas, il y a plus de demandes, les gens sont plus prêts, ils ont plus de temps, hein, comme il y a plus de chômage, de misère là-bas, mais aussi les gens ont tellement souffert qu'ils sont prêts à affronter les sorciers, tout ça. Ce n'est pas comme ici, les gens ont peu de temps, sont peu disponibles et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire ce travail de Ruqya. Donc il y a une demande très grande, donc voilà, c'est ce qui a fait la différence. Donc comme c'est comme ça, c'est là-bas que je vais passer le plus de mon temps à former les gens, faire des campagnes, enseigner, puis là-bas, on passe facilement à la télévision, à la radio, on fait des grandes conférences, alhamdulillah, surtout dans les pays musulmans, même quand les musulmans sont une minorité, ils gèrent leur religion eux-mêmes. Donc à la différence des pays arabes, un peu aussi de la France, que l'islam n'a pas de lien avec la politique. Donc on fait sa religion, les autorités ne se mêlent pas de ça, si ce n'est les savants, les autorités religieuses du pays qui te donnent le feu vert, c'est tout. Et tu vas faire ton programme religieux. Ouais, c'est ça qui a fait la différence. Et depuis le début là, des campagnes, comment ça s'est... Tu es en campagne constamment ou tu fais un moment d'arrêt? Comment ça se passe? Bon, au début, donc c'était la première fois en 2005, en janvier 2005. Après, je suis rentré chez moi, puis je suis reparti. Mais à partir de 2007, c'est devenu beaucoup plus... Bon, la demande ne faisait qu'exploser, hein, plus de pays, plus de campagnes, etc. À partir de 2007, j'ai fait 3 fois 1 an de campagne. Mais bon, j'avais ma femme, et des fois les enfants venaient. On faisait comme ça de pays en pays, de ville en ville, pendant 1 an, continué. Donc 3 fois on a fait 1 an, puis chaque fois un break de quelques mois, et c'est reparti. Maintenant, la dernière chose qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de passer les 2 mois de juillet-août en Tunisie. Bon, c'est là que je me suis installé finalement. Et puis donc 10 mois par an de campagne. Donc là dernièrement, c'était quoi comme pays que vous avez fait? Alors la dernière campagne qui a commencé en octobre, donc c'était Maroc, Turquie, Géorgie, Angleterre, Norvège et voici Belgique. Donc un autre groupe, je les ai envoyés en Suède. On va se rencontrer en Hollande et puis après, Inch'Allah, c'est le Danemark, la France, l'Italie.
peut-être l'Espagne et Inch'Allah l'Algérie et puis la Côte d'Ivoire. Voilà, ça devrait nous amener au mois de juin, Inch'Allah. Ah ouais, c'est bien fait. Moi. Il se passe quoi en Gambie? Moi, j'en ai la tête. Tu vois, le président élu là, dans le Maroc, Oui. il y a un de ses fils, il s'est fait bouffer par des chiens Waouh. en Gambie. Donc, bon, en Afrique, c'est mystique, hein, ça, surtout, c'est pas une coïncidence, tu te fais élire président, ton chien se fait bouffer. Donc, soit c'est l'ex-président, comme il fait beaucoup de sorcellerie, Yahya Jammeh, la sorcellerie qu'il a fait sur Adama Barrow est retombée sur son fils parce qu'il n'a pas pu l'avoir, donc c'est normal. Ou soit, autre hypothèse, que c'est Adama Barrow qui se fait des protections et inconsciemment ou inconsciemment, il a sacrifié son fils pour se protéger. Mais tu as vu que c'était C'est certainement mystique. Mais il a laissé le fils à sa femme, mais c'est pas son fils à elle. Non, mais il y a eu plusieurs affaires, tu vois. Maintenant, c'est vrai que ça peut être la belle-mère, la marâtre qui fait ça, mais au moment où le monsieur est élu président, quand même, on a. Et puis une affaire de mort. Hein, quand même, c'est beaucoup plus. Mais il s'est fait il est mort donc. Il est mort. Ils ont croqué le visage, le ventre. Ah, C'est un c'est gamin de 8 ans. Ouais, c'est des pitbulls. Ouais. Là, C'est 4. Ah, toi, contre un petit gosse de 8 Non, ans. sur 4 pitbulls, il n'y a pas un être humain qui peut survivre. C'était quand? Avant-hier. Ouais. C'est ça, non? Ouais, hier, avant-hier, ouais. Bon, c'était au Maroc. Au Maroc, C'était la première fois, non? c'était la première fois. Il faut une première fois pour découvrir. Bon, au Maroc, c'était très différent de la Tunisie. Moi, je pensais dans ma tête je pensais que ce serait comme la Tunisie. Mais non, c'est très différent. C'est très différent de plusieurs points de vue. D'abord, au Maroc, la police, la loi, le contrôle. Il y a un contrôle très précis de tout ce qui se passe dans le pays, puisque le dernier échelon du pouvoir, c'est le Mqaddam, c'est le chef de quartier. Et le chef de quartier, c'est tout ce qui se passe dans le quartier. Chaque fois qu'on est parti voir un chef de quartier pour lui dire, voilà, on est arrivé, on fait la ruqya, on a trouvé qu'il avait déjà toutes les informations. Tu veux aller lui dire que je suis là, et c'est déjà que tu es là. Non. Et même si ce n'est pas lui qui voit, il y a tous les gens qui vont dire, parce que dès qu'ils voient un étranger, dès qu'ils voient quelque chose d'anormal, ils vont le signaler. Et puis lui, il va voir si c'est quelque chose de dangereux, de nocif, si c'est un arnaqueur, si c'est un voleur, si c'est quoi que ce soit qui est pas bon pour la société, ils vont prendre des mesures automatiquement. Et le fait que et en même temps, il n'y a pas d'abus. Ça veut dire, si tu viens faire un travail propre, bon, même tu n'as pas déclaré, mais tu ne fais pas de mal aux gens, on ne va pas t'embêter. On va pas t'embêter, donc il n'y a pas d'abus. Alors qu'en Tunisie, il y a d'abus. Il y a de l'abus, il y a une confusion entre l'islam et l'opposition et ça. Donc, par exemple, la première personne qui m'a reçu au Maroc et chez qui on a fait la campagne, il était venu en Tunisie pour se former et il l'a refoulé à la frontière. À la frontière, il l'a refoulé. Et il ne comprend pas, il est marocain. Et il habite en Espagne, il est venu en Tunisie. On lui dit, tu viens faire quoi? Il dit, je viens faire la roque. Et ils ont dit, non, il n'y a pas besoin de venir faire la roque en Tunisie. On l'a renvoyé de l'aéroport. Alors qu'il n'y a pas besoin de visa. Normalement, les Tunisiens, les Marocains, c'est des pays frais. Hein? Et pourquoi? Parce qu'il a une grosse barbe, il est venu manger là-bas. Et lui, il pense que c'est normal, parce qu'au Maroc, c'est normal de vivre comme ça, avec une barbe, une là-bas. Ça ne pose pas de problème. Eh bien non, en Tunisie, ça pose un problème. Et on l'a renvoyé, Et beaucoup de gens en Tunisie, on les renvoie de l'aéroport parce qu'ils ont des looks islamiques et en tant que touristes, ils ne sont pas intéressants. Voilà, c'est la réalité dans notre pays, la Tunisie. Et au Maroc, ce n'est pas la même réalité. On ne va pas t'embêter pour la religion, on ne va pas t'embêter tant que tu n'as pas fait de problème. Mais quand même, tout est sous contrôle. Et le fait que tout soit sous contrôle, les gens vivent dans la tranquillité, dans la paix et dans la... Et les gens, ils ne sont pas comment dire, suspicieux, ils ne sont pas suspicieux. Parce qu'il n'y a pas, tous ceux qui font des bêtises, ils sont éliminés. On les attrape, on les élimine. Dans quel sens bêtises? Mais ceux qui volent, qui arnaquent les gens, qui vont faire des crimes.
mais même qui viennent vendre une mauvaise marchandise, tout ça, n'importe qui vient Et s'installer, les sorciers. malheureusement les sorciers, ils travaillent. Hein, malheureusement les sorciers travaillent effectivement, mais quand même, subhanallah, on a été à Marrakech, on a été visiter un tombeau où les gens faisaient des sacrifices, tout ça, et quand on est arrivé, le tombeau était rasé. Le tombeau a été rasé, tout l'édifice qu'il y avait autour s'était rasé. Et on a attrapé les djinns. Bon, on a fait le captage. Je dis, mais vous faites quoi ici? Ben, dit, on est là avec le tombeau, les gens ont besoin d'aide, ils viennent faire des sacrifices, on les aide et tout. Ah, j'ai dit, d'accord. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive, votre tombeau et tout a été rasé, tout votre business là? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, ouais, il y a des djinns blancs qui sont venus nous attaquer, et puis il y en a parmi nous qui les ont rejoints, qui sont devenus avec eux, et puis ils sont partis voir les autorités, et puis ils leur ont fait du ouest-ouest qu'ils vont enlever tout ça, et les autorités sont venues raser. Hein? Je dis, mais vous maintenant, qu'est-ce que vous devenez? Non, il n'y a plus grand monde qui vient, c'est plus comme avant, vraiment, on est dans la misère, on est là. Ah, j'ai dit d'accord. Et puis on les a convertis. Hein? Et puis, alhamdoulilah, on a ramené ces jeunes musulmans-là, qui étaient venus faire le djihad pour combattre l'adoration des tombeaux. Et effectivement, c'était des djinns que nous avions convertis dans d'autres campagnes et qui sont allés faire le djihad contre l'adoration des saints. Et c'est comme ça ils ont réussi à convaincre les autorités de raser. Bon, donc ça, effectivement, le problème du shirk d'une façon générale, surtout avec les tombeaux et de la sorcellerie des marabouts au Maroc, c'est un problème qui n'est pas résolu. Bon. Alors on va dire que des fois les politiciens ont recours aux sorciers, donc c'est difficile pour les politiciens de prendre une décision d'éliminer les sorciers. Bon, maintenant, le culte des saints, beaucoup font passer ça pour de la religion, et je veux dire quoi encore, hein, mais par exemple les raqis aussi n'ont pas de statut, donc légalement il n'y a pas quelque chose pour faire la différence entre la ruqya et la sorcellerie. Ouais, les autorités, on va dire le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires religieuses, hein, c'est les savants qui devraient prendre position. Mais c'est les savants qui devraient prendre position. Or, même ceux qui font les kteb, c'est des frères. Eux aussi, c'est des frères. Hein. Et les raqis, ce n'est pas des savants. Les raqis, c'est des gens normaux, peut-être qui connaissent le Coran, mais ce n'est pas des savants qui sont devenus des raqis. C'est pour ça que il y a le domaine de la ruqya, mais même quand on apprend la science, quand on devient savant, on n'apprend pas la ruqya. En tout cas, il faut que l'État fasse des critères pour distinguer qu'est-ce qui est ruqya permis et qu'est-ce qui est sorcellerie interdit. Ce n'est pas encore fait. Donc, effectivement, jusque-là, ils ont la liberté. Wallah, c'est ma connaissance. Hein. Mais quand même, les raqis s'organisent au Maroc. Ça fait beaucoup plaisir parce que j'ai rarement vu dans le monde que les raqis s'unissent et qu'ils s'organisent et qu'ils s'entraident pour faire avancer l'islam, pour le bien de l'islam, j'ai rarement vu. Alors qu'ils ont des associations, puis il y a même un regroupement national des associations des raqis, sauf qu'ils ne les appellent pas des raqis, ils appellent les soignants avec les herbes et les choses comme ça. Parce que légalement, ils ne peuvent pas s'affirmer en tant que soignants par le Coran, il faut qu'ils se cachent derrière les herbes. Mais tous ceux qui s'appellent au Maroc, hein, les soignants par les herbes, c'est des raqis. Ce n'est pas des guérisseurs traditionnels comme en Afrique. Ouais, effectivement. Donc je disais, au Maroc, la situation est très différente. D'un côté, les autorités ne nous embêtent pas. Il suffit juste qu'on informe le chef du quartier, puis c'est tout. Par contre, pour ceux qu'on a formés qui vont continuer à faire la ruqya, donc si on va, s'il fait la ruqya, ce n'est pas un problème, mais s'il veut évoluer, il faut qu'il fasse une patente. Donc une patente, il déclare une activité commerciale et puis il fait la ruqya. Il n'y a pas la ruqya en tant qu'activité, ni la hijama en tant qu'activité, ça n'existe pas dans les répertoires, hein, dans la nomenclature du travail. Donc il fait un fonds de commerce de n'importe quoi, et puis il fait sa ruqya, la hijama, c'est comme ça que les autorités nous ont dit qu'il faut faire. Mais sinon, Inch'Allah, on compte faire, parce que pour faire la publicité, maintenant, on n'a pas pu. Déjà dans les mosquées, c'est pas possible de parler au Maroc, parce qu'il n'y a que le ministère des Affaires religieuses qui désigne les gens qui parlent dans les mosquées. Donc il est hors de question qu'on arrive dans une mosquée et que les mêmes nous autorisent à donner un cours, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut avoir une autorisation du ministère de l'Intérieur. Et moi, un étranger de passage pour quelques semaines, c'était pas envisageable. C'était pas envisageable. C'est pareil, pour passer dans les médias, il faut des autorisations.
Donc ce qui n'a pas marché au Maroc, c'est qu'on n'avait aucun moyen d'informer les gens. Mais ce qu'on a décidé, Inch'Allah, pour l'avenir, c'est qu'on va faire une association pour la Ruqya, pour notre groupe. Et là, comme il y aura une association, donc il y a une existence légale, on va distribuer les tracts sortis de mosquée. C'est les tracts soignez-vous vous-même. Que voici les symptômes pour savoir qu'on a un problème de sorcellerie de djinn, les 4 symptômes, blocage dans la vie, problèmes de santé anormaux, états mentaux anormaux et cauchemars. Et vous pouvez soit vous soigner vous-même, soit venir chez nous pour vous soigner, soit venir pour la formation. La formation est gratuite. Donc on explique aux gens comment ils se soignent eux-mêmes. Donc c'est des petites brochures qui donnent un mode d'emploi que les gens peuvent utiliser. On a décidé de faire ainsi. Et il suffit de distribuer aux sorties de mosquées, c'est bon. Parce que, machallah, le Maroc, les mosquées se remplissent à chaque heure de prière. Beaucoup de magasins se ferment. En tout cas, ça, c'est vraiment beau. Au point que beaucoup de vendeurs ambulants, ils viennent vendre devant les mosquées aux heures de prière. Puisque c'est là que tout le monde... Et ça fait que, voilà, si tu as besoin de faire des courses, tu n'as qu'à aller prier à la mosquée. En sortant, tu vas trouver de quoi tu as besoin et puis tu n'as qu'à rentrer comme ça. Donc, il y avait cette différence... la différence aussi au Maroc, il n'y a pas d'appréhension sur la ruqya, il n'y a pas, alors qu'en Tunisie, subhanallah, vraiment, la société tunisienne est assez bipolarisée. Ça veut dire qu'il y a des religieux qui sont durs, il y a des gens pas qui renient la religion, mais qui sont modernistes, qui ne veulent pas les croire, qui veulent vivre à l'occidental, etc. Donc il y a deux groupes comme ça assez antagonistes. Bien sûr, ceux qui sont durs religieux, ils condamnent les autres, Et les autres aussi, ils détestent les religieux. Alors qu'au Maroc, il n'y a pas cette tension, il n'y a pas cette différence aussi marquée. Hein. Les religieux durs, il n'y en a pas tellement. Et les gens qui sont comme ça, et qui sont modernistes et contre la religion, non. Même ça se voit dans les partis politiques. Il y a un parti politique islamiste modéré et l'autre qui dit que mais on n'a pas besoin de dire qu'on est islamiste, on est tous musulmans. Donc pourquoi dire qu'on fait la politique en islamiste alors que déjà on est tous musulmans, donc ça c'est pas négociable. On est musulmans. Hein, donc il faut parler d'autre chose quand on parle de politique, il faut parler de choix économiques, etc. Donc voilà le débat, à quel niveau il se situe. Alors qu'à Hasra en Tunisie c'est beaucoup plus compliqué. Qu'Allah les protège, alhamdoulilah, grâce à tous ces dispositifs, le Maroc est relativement épargné du terrorisme, alors qu'en Tunisie, en Algérie, Libye, Égypte, partout, presque partout, il y en a. Vous avez fait combien de temps au Maroc? On a fait 40 jours. Combien de villes? Alors, au Maroc, on a fait Tmara, qui est à côté de Rabat, et puis on a fait Tanja, et puis on a fait l'Araïch, et puis on a fait Casa, et puis on a fait Marrakech, et puis on a fait Khnitra. Donc ça nous fait 6 villes. On aurait pu faire Teroudent, mais on n'avait plus le temps. C'est juste dans les derniers jours qu'un frère de Teroudent m'appelle pour dire que lui, il a un centre de ruqya, il a eu mon livre, il fait ma méthode depuis des années. Je dis, ah, subhanallah. Bon. Et quelle ville tu as trouvé qui t'a marqué le plus? La ville qui m'a marqué le plus, en fait, c'est en fonction de l'accueil qu'on a. C'est en fonction de l'accueil. Parce que dans toutes ces villes, on a eu des gens pour nous accueillir, sauf à Casa. On n'a eu personne, on a dû louer une maison. Voilà. Mais dans tous les autres endroits, on était accueillis par des gens. Maintenant, les gens qui nous ont accueillis, ça dépend, puisque le seul mode de communication, c'est le bouche à oreille, le personnel. Ça dépend, les gens, ils ont combien de relations. Donc là où les gens ont beaucoup de relations, alhamdoulilah, il y a assez de monde. Là où les gens n'ont pas beaucoup de relations, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Donc là où c'était le plus marquant, c'était l'Araïch. L'Araïch, et le frère là-bas, bon, déjà lui, il est commerçant, il connaît beaucoup dans la ville. Il a commencé depuis avant à pratiquer la ruqya et le captage.